Et je vais laisser parler notre député Grand Est, qui est aussi présent, notre vice-président, Florian Philippot. Merci, chers amis. Avant de laisser la parole à celle que vous attendez toutes et tous, bien sûr, Marine Le Pen, quelques mots. Je vous remercie d'être là si nombreux pour cette campagne départementale. On est à 2 semaines maintenant du vote. Je félicite les candidates qui sont ici nombreux, qui font campagne, souvent seuls, parce que face à eux, il n'y a rien. L'UMP et le Parti Socialiste sont totalement absents de cette campagne sur le terrain. Et nos candidats à nous, eh bien, ils sont là, ils arpentent nos rues, ils essaient de convaincre chaque Français d'aller voter. Ils ont bien raison parce que ce sont des élections fondamentales. Alors, mes chers amis, je crois que vous hantez les cauchemars de Manuel Valls. Vous l'angoissez. Vous lui faites peur. Je crois qu'il a une... En fait, il a une peur bleu marine. Il a une peur bleu marine. Il a bien raison. Bien, moi j'ai le sentiment que les cauchemars de M. Valls sont les rêves des Français. Voilà. Le rêve des Français, c'est d'arriver à bousculer cette vieille caste UMPS qui est au pouvoir, qui se serre les coudes comme jamais en ce moment. Hein. Vous avez vu, donc hier, M. Valls vous explique que sur l'essentiel, il partage les mêmes vues que Nicolas Sarkozy, c'est vrai. Et François Hollande, lui, déclare qu'il est toujours très intéressé quand Nicolas Sarkozy émet des propositions politiques. Bien, l'UMPS est une réalité plus que jamais. Et cette vieille caste UMPS qui est au pouvoir depuis des années, des décennies, il faut qu'elle s'en aille. Et pour s'en aller, il faut qu'on lance un signal très fort lors de ces élections départementales. Parce que autant le vote UMP ne sera pas entendu, ça les arrange, autant le seul vote qui sera entendu, le seul vote qui fera du bruit, le seul vote qui les dérangera, le seul vote qui les angoissera, c'est le vote Front National Rassemblement Bleu Marine. C'est pour ça qu'il faut aller voter massivement, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes le premier parti de France, et cela la casse même pas quand on le dit, mais nous avons cette responsabilité de consolider cette place de premier parti de France, de faire décoller la fusée départementale en mars, pour mettre en orbite présidentielle Marine Le Pen. Ouais, il faut la faire. À l'Élysée en 2017. On ne peut pas continuer comme ça. Je vais être très bref, mais vous avez vu le programme commun, c'est évidemment, on l'a même résumé sur un petit tract, c'est ça le programme. En 13 points. Lutter contre le Front National, lutter contre le Front National, lutter contre le Front National, etc. Nous, notre projet, c'est un projet qui croit en la France, qui croit au département. On ne veut pas que la Moselle disparaisse, par exemple. Bravo. Voilà. On ne veut pas que la Moselle disparaisse. Comme on n'aime pas beaucoup Alka, ce nom affreux d'ailleurs, qui veut tout dire. Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Ces grosses régions qui vont être très chères, très coûteuses, ces grosses baronnies très lointaines, puisque nous perdrons Metz comme capitale de région, qu'elle partira à Strasbourg. Donc on voit bien que les territoires qui sont déjà en dehors des radars de l'UMPS, je pense à la ruralité, je pense même aux villes moyennes, eh bien, seront totalement abandonnés demain. Eh bien, l'enjeu du département, il est dans ces élections départementales. Et l'enjeu de toutes les politiques qui vont avec, pour nos personnes âgées, pour nos personnes handicapées dont personne ne parle jamais, qui sont là, les grands oubliés, les oubliés suprêmes du système, eh bien c'est dans les départementales. L'interdiction du voile à la crèche, c'est dans les départementales. La sécurité dans les collèges, c'est dans les départementales. Voilà, tout ce qu'on a réussi à faire dans les villes, dans nos villes, où nous baissons les impôts locaux comme à Hayange, eh bien on le fera demain dans les départements. C'est pour ça que je vous appelle chacune et chacun d'entre vous à vous mobiliser, à aller chercher tout le monde autour de vous, vos collègues, vos amis, votre famille, vos voisins, vous les prenez par l'épaule et vous leur dites il faut aller voter, il faut, puisque c'est encore autorisé par le Conseil de l'Europe, mettre une belle fessée électorale à M. Valls et à François Hollande. Dans un
évidemment très rempli, hein, puisqu'il s'agit d'aller dans le maximum de départements possibles pour soutenir les plus de 7000, près de 7500, 600 candidats du Front National Rassemblement Bleu Marine. Nous avons réussi un tour de force. Et croyez-moi, ils ne s'y attendaient pas. Et c'est pour ça qu'ils ont pris un tel choc psychologique. Souvenez-vous au moment des municipales, quand M. Lavrieux, vous savez Lavrieux, c'est celui qui est Big Maillon, quand M. Lavrieux avait dit ils auront à peine 200 listes municipales, 600 listes municipales. Eh bien là, ils avaient regardé les anciennes cantonales où les cantons étaient renouvelables par moitié et où c'était un candidat au lieu d'un binôme. Ils se sont dit, bon, ils auront allez, maximum 2000 candidats sur toute la France. Et nous sommes présents dans 95% des cantons métropolitains. Et c'est 98% des Français qui vont pouvoir déposer un bulletin Front National Rassemblement Bleu Marine. Ça fait mal, ça. Ah oui, ça fait assez mal. Ah oui. Pendant des années, ils se sont, comment dire, rassurés eux-mêmes. D'ailleurs, en mettant en place des modes de scrutin dont ils savaient pertinemment que l'objectif était d'éviter ou d'empêcher le Front National d'avoir des élus. Alors ils disaient, bon bah au moins les élections locales, on les maîtrise, hein, et on va pouvoir faire en sorte de se passer le manche régulièrement. Hein, à toi, à moi, bon allez, tu fais 5 ans, UMP, puis après moi je fais 5 ans, et puis tu me fais ça à la région, je te fais ça pour le département, etc. Et c'était évidemment Magouille et compagnie. Patatras! Le Front National est arrivé à un tel seuil électoral qu'aujourd'hui, eh bien, c'est le Parti Socialiste qui risque de même pas être présent au second tour. Car souvenez-vous que la modification électorale consistant à faire passer la barre pour arriver au second tour à 12,5% des inscrits, c'est-à-dire compte tenu de l'abstention classique, obliger le candidat à faire 25 ou presque, ou parfois même 30% pour pouvoir se qualifier pour le second tour, avait vocation à empêcher le Front National d'être présent au second tour. Eh oui, mais ça quand on crache en l'air, bien souvent ça vous retombe sur le visage. Et ça n'a pas raté avec ce mode de scrutin, car aujourd'hui c'est le Parti Socialiste qui tremble et qui craint d'être absent du second tour dans 800 à 1000 cantons, c'est-à-dire jusqu'à la moitié du nombre de l'ensemble des cantons. Et bien voilà, quand on joue avec la démocratie, il arrive qu'elle vous claque entre les doigts, et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors face à cela, bah, c'est la panique générale. Hein, ça ne vous a pas échappé, bien entendu. D'ailleurs, c'est assez difficile que ça échappe à quiconque, puisque matin, midi et soir, partout sur les plateaux, les radios, dans les journaux, etc., ça y est, la guerre est lancée. Pas contre le chômage, hein. Bon, non, il ne faut pas rigoler quand même. Pas contre l'insécurité, pas contre l'effondrement du pouvoir d'achat, pas contre la disparition des services publics, pas contre le fondamentalisme islamiste, pas contre la concurrence internationale déloyale que vivent nos producteurs, pas contre l'affaiblissement de l'agriculture, non, contre le Front National. Comme si le Front National avait le moindre commencement de responsabilité dans les maux qui frappent nos compatriotes, dans ce qui rend leur vie quotidienne aussi difficile qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors, à quoi rime cette alanie où, vous avez vu, l'UMP sert d'appui au Parti Socialiste. Eh bien, il sert à défendre leurs petits avantages, tout simplement. Il faut absolument défendre leurs petits mandats, leurs petites prébendes, et pour cela, eh bien, ils sont prêts à toutes les outrances, à toutes les injures, c'est à qui insultera de la manière la plus violente le Front National pour se gagner probablement une médaille en chocolat donnée par M. Juncker ou je ne sais pas, parce que tout ce qu'ils font vise à se faire bien voir de la part des commissaires européens. Donc je pense qu'il y a des médailles au chocolat qui sont remises à M. Hollande, à M. Valls. Alors, M. Valls, il est le directeur de campagne du Parti Socialiste. Donc vous étonnez pas, hein, si tout va de mal en pis, c'est normal.
toute la journée, ils luttent contre le Front National. Alors évidemment, tout ça, ça ne va pas créer des emplois, ni de la richesse, ni arrêter l'inflation fiscale dont ils portent la responsabilité. Moyennant quoi, cet homme utilise des mots qui sont des mots qui le mettent en dehors du champ républicain, hein, qu'il aime tant exprimer, ce champ républicain. Car, je vais vous dire, n'importe qui tiendrait contre les étrangers ou contre les musulmans les propos que la classe politique tient contre les électeurs du Front National, eh bien, il serait poursuivi pour provocation à la haine et à la discrimination. Encore, je vais vous dire, hein, il peut continuer à nous insulter, il peut transpirer comme ça au bord de l'apoplexie sur les plateaux, nous regarder avec ses petits yeux furieux. Ça ne fera pas bouger un vote. Hein. Je peux vous dire que les Français, évidemment, ça va les agacer plus qu'autre chose. Parce qu'encore une fois, y compris d'ailleurs les électeurs socialistes, il faut arrêter de les prendre pour des moutons à qui on fait bouh comme ça pour qu'ils se remobilisent lors d'une élection. Les socialistes, évidemment, n'ont pas réussi à convaincre sur la politique qu'ils ont menée. Les résultats sont cataclysmiques. Voilà, cataclysmiques. Quel que soit le domaine que l'on regarde, les résultats sont cataclysmiques. Et de l'autre côté, on a un Nicolas Sarkozy qui trépigne pour essayer d'exister parce qu'il est totalement inaudible depuis son retour et qui fait de la surenchère sur la politique socialiste. En fait, il n'y a plus de différence de nature entre l'UMP et le PS. Il y a uniquement une différence de degré. Le Parti socialiste met en place une politique d'austérité. L'UMP dit il n'y en a pas assez. Il faut encore plus d'austérité. Donc c'est une différence de degré entre les deux. En matière d'immigration, c'est le concours à celui qui fera entrer le plus d'étrangers sur le territoire, légalement ou illégalement. Bon, par conséquent, encore une fois, ce sont les résultats que les Français jugeront. Et il se trouve que chaque jour qui passe démontre que le Front National a eu raison dans tous les domaines, sur tous les sujets. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils nous combattent d'une manière aussi violente. C'est précisément parce que nous avions prévu tout cela. Toutes les analyses faites, que ce soit sur les conséquences de l'Union européenne, sur notre économie et sur la situation de l'emploi, tout nous donne raison. La concurrence internationale déloyale qu'ils ont mis en œuvre est en train d'effondrer des pans entiers de notre économie. L'agriculture, les producteurs, les fruits et légumes, la désindustrialisation massive en est évidemment une conséquence. L'euro il nous expliquait, souvenez-vous, que l'euro fort c'était bien. Hein. Il disait oui, l'euro cher, l'euro fort c'est bien. Bon, maintenant que l'euro a perdu 30%, il disait oui, l'euro faible c'est bien. Alors c'est bien quoi, l'euro fort ou l'euro faible? La réalité, c'est que cet euro faible a donné un petit peu d'oxygène à l'économie. C'est d'ailleurs la seule chose qui sauve un tant soit peu les résultats du gouvernement, mais ça n'est pas suffisant parce que nous persistons à avoir une concurrence et un dumping social et environnemental au sein même de l'Union européenne. Sur l'immigration, le Front National avait prévu, il avait prédit les difficultés gravissimes qui seraient la conséquence de l'immigration massive et anarchique. Nous sommes en plein dedans, voilà, en plein dedans. Déficit massif des services, des comptes sociaux, augmentation massive du communautarisme, organisé par la classe politique. Hein. On organise le communautarisme parce que comme ça, on a l'impression de pouvoir se constituer une clientèle électorale captive. À partir du moment où on engage le débat avec des communautés, eh bien, on peut emmener les communautés par la main le jour de l'élection jusqu'à l'urne pour aller voter pour ceux qui se sont présentés comme vos protecteurs. Il n'y a qu'un malheur, c'est que nous avions dit, et nous avons tiré la sonnette d'alarme, attention, ce communautarisme sera le terreau du développement du fondamentalisme islamiste. Ça n'a pas raté.
Ça n'a pas raté et aujourd'hui ce danger est un danger évidemment extrêmement prégnant. Parce que les attentats ne sont pas derrière nous, ils sont très probablement devant nous. Et des filières de fondamentalistes islamistes, des noyaux de fondamentalistes islamistes existent aujourd'hui dans tout le pays sans que le gouvernement n'ait pris le début du commencement de la première mesure pour pouvoir protéger nos compatriotes contre ce danger. J'en veux pour preuve la seule mesure mise en œuvre depuis les attentats. Un truc hyper efficace. Un site internet stopdjihadisme.gouv.fr. Oh, je peux vous dire que voilà, les fondamentalistes comme ça. Hein. C'est une journée de la laïcité aussi. Oui, parce que quand on ne sait pas quoi faire, on fait une journée de je sais pas quoi. Rien. Rien sur la maîtrise des frontières, rien sur la reine d'immigration, rien sur le fait de rendre à la police, à la gendarmerie, au renseignement des moyens dignes de ce nom. Rien en matière de politique internationale qui fait qu'on est dans une coalition avec des gens comme le Qatar, la Turquie, l'Arabie Saoudite, qui sont les soutiens de ceux qu'on combat. Ah, c'est sûr que dans ces conditions-là, c'est un petit peu comme les guignols à l'époque, c'est avec Jacques Chirac, et ça pique un peu. Oui, c'est normal, c'est les couteaux qu'on a plantés dans le dos de la part de nos propres alliés. Et rien, bien entendu, pour défendre véritablement la laïcité et pour défendre et pour lutter contre le communautarisme. J'en veux pour preuve que l'ensemble des propositions qui sont faites en matière de laïcité consistent en réalité à effondrer la laïcité. C'est-à-dire que pour lutter contre les violations de la laïcité, eh bien, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de loi sur la laïcité et que donc on puisse financer comme on veut les mosquées, que l'on puisse comment dire, former les imams. Sérieusement. Sérieusement. Et ça vient de partout, hein. Ça vient du PS, mais ça vient aussi de M. Fillon, qui nous explique qu'il faut amodier la loi sur la laïcité. Ah ben c'est sûr que comme ça, plus personne n'aura à la violer, elle n'existera plus. Allez. Ça c'est le meilleur moyen pour lutter contre le vol, c'est que vous donniez le portefeuille au voleur. Comme ça c'est plus un vol, c'est un don. Bon, ben, en matière de laïcité, c'est exactement la même chose. Nous avons évidemment eu raison sur les conséquences de la politique d'austérité sur le service rendu au public. Nous avons dit dès le départ, la politique est imposée par l'Union européenne et auquel s'est soumis et le Parti socialiste et l'UMP, va contracter l'économie. Elle va donc baisser les recettes de l'État et elle va donc entraîner une aggravation des déficits et une aggravation de la dette. Eh bien, c'est ce qui se passe. Non seulement les comptes de la France s'aggravent de jour en jour et donc notre dette, la dette qui va peser sur nos enfants, sur nos petits-enfants, sur nos arrière-petits-enfants, mais de surcroît, le service rendu au public et la contrepartie de l'impôt et des taxes qui, eux, ne cessent d'augmenter, eh bien, ces contreparties ne cessent de baisser. C'est ainsi que nous avons appris ce matin, mais d'ailleurs ça avait été annoncé, hein, mais annoncé en catimini, qu'en matière de santé, après la multiplication des déremboursements que vous avez enregistrés, des listes, des centaines et des centaines de médicaments déremboursés, l'augmentation du forfait hospitalier, j'en passe et des meilleurs, ce sont 22 lits qui vont être supprimés. Ils vont tout effondrer. Ils ont effondré la police, et ça, Nicolas Sarkozy a été le premier à enclencher la grande opération visant à supprimer des postes, 4000 postes en moins dans l'armée. Ils sont en train d'effondrer la santé, ils ont effondré l'école en laissant le laxisme s'y épanouir, en tuant dans l'œuf l'autorité du maître, en renonçant à transmettre les savoirs principaux à nos enfants, la maîtrise du français, l'histoire. Ils vont, tout ce à quoi ils vont toucher, ils vont l'effondrer. Le département est une structure qui a un rôle essentiel, je l'ai dit tout à l'heure aux médias. Et la politique menée dans les départements, il est très important de s'y attacher de près. Parce que lorsque le département aura disparu, si le département disparaît, c'est la volonté du Parti socialiste, c'est la volonté de l'UMP. Vous avez bien compris quelle est l'opération.
Communauté d'agglomération, région, Europe. Dans cette organisation-là, où les communes déjà n'ont plus aucune liberté, hein, puisque leurs compétences ont été aspirées par les communautés d'agglomération. Dans cette vision-là, le département est le prochain sur la liste, puisque le Parti Socialiste et l'UMP envisagent de le supprimer, toujours à la demande de l'Union Européenne. C'est marrant quand même, hein. Comme à chaque fois qu'ils font une réforme, à chaque fois il y a une identité totale entre ce que demande l'Union Européenne et ce que proposent nos dirigeants français. Ce sont des sous-préfets en fait. Ce sont des sous-préfets de l'Union Européenne et ils appliquent les instructions. Commune, département, à moyen terme, dit M. Da Silva du Parti Socialiste. Et quelle est la prochaine étape? Définitivement, la nation. Ce sont les trois échelons qui sont les échelons que nous défendons. Et ce sont trois échelons qui veulent voir disparaître, parce que ce sont les échelons qui appartiennent au peuple et qui permettent de maintenir pour la commune et le département cette politique de proximité qui fait que lorsque vous prenez une décision, vous pouvez vous rendre compte si la décision que vous avez prise au travers de vos élus, elle est ou non respectée. Quand il n'y aura plus tout ça, quand il n'y aura plus que les communautés d'agglo, quand il n'y aura plus que les énormes régions qu'ils ont constituées en faisant du coloriage, hein, parce que tout ça c'est du coloriage, en réalité rien n'est prévu. Dans quelques mois, il y a des élections régionales, ils ont fusionné des régions, on ne sait rien sur rien. Comment est-ce qu'on fusionne les dettes, comment est-ce qu'on fusionne les budgets, comment est-ce qu'on fusionne les personnels. On n'a pas le début d'un commencement d'explication. C'est donc bien idéologique et pas du tout dans un objectif d'améliorer le service rendu. La preuve, à chaque fois qu'ils ont fait des communautés d'agglo, c'est plus de fonctionnaires territoriaux, plus d'impôts, plus de complexité et moins de liens avec le public. Donc commune, département, nation, c'est ce qui nous appartient. C'est notre histoire. C'est l'histoire de nos familles. Et c'est tout cela qu'ils veulent supprimer pour des raisons purement idéologiques qui consistent à couper les Français de leur identité. L'identité du village, des petites villes, du département et évidemment l'identité nationale, cette communauté nationale qui est la seule que nous reconnaissons. C'est volontaire tout ça, mes chers amis. C'est pas comme ça au hasard. Et à partir du moment où, à partir du moment où il n'y aurait plus de département, eh bien, encore une fois, vous sortirez des radars des politiques. Vous sortirez des radars. Parce que, loin des yeux, loin du cœur, vous imaginez que les millions de nos compatriotes qui vivent éloignés de la grande capitale, de la super région, c'est qui ça, c'est où? Au bout du bout là-bas. Les zones de relégation que constitue la ruralité, mais aussi les villes moyennes, les petites villes, il a raison de le rappeler Florian, ces zones de relégation, eh bien, elles vont se multiplier. Alors on y laissera la pauvreté, on y laissera se développer le chômage, comme c'est le cas aujourd'hui. On y supprimera des services publics en expliquant, bah, écoutez, si vous voulez avoir des services publics, vous avez qu'à aller dans la grosse ville. Si vous voulez rester dans vos villes moyennes ou dans la ruralité, bah, tant pis, vous n'aurez plus de services publics. Voilà. Et puis, on y ajoutera un peu d'immigration. Hein? La politique de peuplement de Manuel Valls, c'est-il pas beau ça? Donc on prend les clandestins, les demandeurs d'asile, tous ceux qui arrivent de plus en plus massivement dans l'Union Européenne et qui atterrissent en France parce que c'est là où on les accueille le mieux, où on leur donne le plus grand nombre d'avantages, eh bien ceux-là, on les sortira des centres saturés des grandes villes, hein, ou des banlieues, et on ira les disséminer dans la ruralité, dans les petites villes, dans les villes moyennes. C'est exactement ce qu'ils ont fait à Pouilly-en-Auxois. Oh, comme un symbole, hein. Ils sont allés installer 60 clandestins dans la gendarmerie qui avait été préalablement fermée. C'est toute l'histoire de la politique qui est en train d'être menée par le Parti Socialiste et l'UMP. Et le malheur, c'est que la pression est de plus en plus forte. Vous avez vu que l'immigration clandestine dans l'Union Européenne a été multipliée par 3. Par 3.
en l'espace de quelques mois. Et nous sommes qu'au début de cette situation. Plus nous continuerons à fermer les yeux sur les fraudes qui se déroulent, plus on ouvrira de droits, d'avantages et de budgets pour l'immigration illégale, et plus évidemment la tentation sera forte pour des millions de gens qui voient dans l'Union européenne et dans la France un Eldorado, plus la tentation sera forte de venir. Et c'est à vous que l'on demandera de se pousser, voyez-vous, car dans le 16e arrondissement ou à Saint-Germain-des-Prés, ils ne se pousseront pas. C'est donc vous qui devront vous pousser. Et c'est vous qui devrez sommer d'être généreux, accepter une baisse de la solidarité en ce qui vous concerne, pour que cette solidarité soit distribuée à tous ceux qui ont la gentillesse de bien vouloir venir, y compris quand on leur a rien demandé. Cette situation, évidemment, va être de plus en plus explosive, car elle est intenable. Elle est intenable sur le plan économique, elle est intenable sur le plan de nos finances publiques, mais elle est aussi intenable parce que, à cause du communautarisme, elle crée une société multiculturelle dont nous savons très bien les uns et les autres qu'une société multiculturelle devient très rapidement une société multiconflictuelle. Alors, mes chers amis, ce département, vous comprendrez la raison pour tout cela, la raison pour laquelle il est essentiel. Il est essentiel aussi parce que c'est là que se détermine une partie des politiques sociales. Or, si l'on veut que les personnes âgées ne soient pas abandonnées à leur triste sort, qu'ils ne soient pas les oubliés du grand âge, qu'ils ne soient pas relégués des politiques sociales au bénéfice de l'immigration, au bénéfice de l'intégration, dont je vous signale quand même que dans les dernières années, c'est le seul budget qui a été sanctuarisé. Le seul auquel personne n'a touché, c'est le budget de l'immigration et de l'intégration. Ça, c'est pas touche. Toutes les autres politiques sociales se sont vues rabotées. Et ça n'est qu'un début, car ce sont encore des milliards que le gouvernement est en train de chercher et qu'il va venir trouver dans votre poche. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de planche à billets, et par conséquent, l'argent, ils iront le chercher dans votre poche. La politique sociale à destination des personnes âgées, elle est fondamentale parce qu'elle est à destination des personnes âgées, elle est aussi à destination de leur famille. C'est un sujet essentiel, que ce sujet du grand âge, que ce sujet de la dépendance, auquel, bien entendu, il faut donner un aspect prioritaire. Moins il y a d'argent à disposition, plus il faut que ce soit les plus faibles d'entre nous qui puissent en bénéficier. Je pense aux personnes âgées par l'intermédiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il faut revaloriser pour les personnes âgées et pour leurs familles. Je pense aussi aux personnes handicapées dont on a vraiment le sentiment, pour le coup, qui sont systématiquement à la dernière roue du carrosse. Mais pour ça, il faut faire des économies. Ah, là au fond, on est bon pour faire des économies. Ça, ils n'aiment pas trop, parce que eux, ils ont l'habitude de distribuer aux copains, etc. Bon, alors, on va faire des économies dans les départements. D'abord, on va lutter contre la fraude sociale, et notamment le RSA. Fausse domiciliation, fausse déclaration de revenus, personne ne regarde rien là-dessus, parce qu'on se dit, bon écoutez, voilà, on achète la paix civile, on va rien regarder, on va laisser la fraude comme ça continuer, sauf que la fraude, c'est du vol. Voilà. Et les volets, c'est vous, ce sont les Français qui payent des impôts, toujours plus. D'ailleurs, ces économies permettront précisément d'arrêter l'augmentation des impôts. Ça tombe bien, c'est ce que nous avons fait aussi dans les municipalités, et même, si vous allez bien plus loin, nous avons baissé les impôts dans les municipalités, nous avions la possibilité de le faire. C'est le cas à Hayange de 2%, c'est le cas à Hénin-Beaumont, 10% la première année, 5% encore dans quelques jours. Ça veut dire que ce sera 15% de baisse des impôts à Hénin-Beaumont. Ça, permettez-moi de vous dire que c'est de la gestion. Ah, ça les dérange, au gouvernement et à l'UMP. Parce qu'ils ont tellement joué le catastrophisme en ce qui concerne le Front National. Ils nous ont tellement expliqué que lorsque nous arriverions dans une municipalité, ce serait le drame, il pleuvrait des grenouilles, que les rivières se transformeraient en torrents de sang, que le soleil s'éteindrait,
que les résultats qu'amènent nos maires, évidemment, ça va totalement à l'encontre de cette stratégie apocalyptique qu'ils nous expliquent d'ailleurs dont ils usent et dont ils abusent, et même utilisation avec l'euro. Ils nous expliquent que si on met notre programme en cause, ça va être la ruine, ça va être épouvantable, c'est dramatique, etc. À chaque élection, ils nous font le même coup. Moi, j'avais envie, je leur avais dit d'ailleurs à l'époque, je leur avais dit, écoutez, vous devriez œuvrer pour que nous soyons élus. Parce que si vous pensez réellement à ce que vous dites, si vous pensez réellement que la politique que nous mettrons en œuvre va être dramatique, moi, je serais vous, je pousserais le Front National à précisément être élu, je leur donnerais plutôt des villes et des départements. Non, la réalité, c'est qu'ils savent pertinemment que nous faisons un travail remarquable et que donc il faut à tout prix nous empêcher d'arriver dans une municipalité, d'arriver dans un département. Bien sûr, j'espère que nous gagnerons un département pour pouvoir montrer une fois de plus ce que nous sommes capables de faire. Encore une fois, lutte contre la fraude de RSA, lutte contre les gaspillages, contre ces campagnes de communication qui sont une véritable honte, qui coûtent une fortune, une gestion rationnelle, intelligente du personnel. Car bien souvent, on embauche des fonctionnaires territoriaux, pendant d'ailleurs qu'on en supprime dans la police, dans les hôpitaux, on embauche des fonctionnaires territoriaux à qui bien souvent on ne sait même plus quoi donner, d'ailleurs, à faire, mais on embauche parce que plus on a de fonctionnaires, plus on est puissant. Voilà. Les grands féodaux qui dirigent ces assemblées se sentent puissants parce qu'ils ont du personnel à leur disposition. Et souvent ce personnel, eh bien, je veux dire pour une partie d'entre eux, même ils s'ennuient. Parce que dans le même temps, on externalise toute une série de missions, alors que ces missions pourraient très bien être faites et réalisées par ce personnel territorial qui, bien souvent, est de grande qualité. Tout est fait en dépit du bon sens. On aide la grande distribution, on écrase les commerçants et les artisans, et notamment les commerçants et les artisans de proximité. C'est-à-dire qu'on crée une machine à fabriquer des chômeurs. Parce que pour 2 personnes embauchées dans la grande distribution, il y a 4 ou 5 emplois qui sont perdus, anéantis dans le commerce de proximité. Et tout ça, c'est une structure de vie, une qualité de vie qui est perdue. Alors vous voyez que, je ne sais pas si on gagnera un département, ce serait la cerise sur le gâteau, parce que c'est pas si simple que cela, mais bien sûr, je l'espère, qu'on puisse faire avoir cette chance de démontrer ce que nous sommes capables de faire dans un département. De la même manière que j'espère de tout mon cœur que nous puissions gagner 1 ou 2 régions pour démontrer ce que nous sommes capables de faire avec ces masses d'argent, car ce sont des masses d'argent qui transitent par ces structures et qui sont dépensées sans que jamais elles ne soient remises en cause, sans aucun résultat. Regardez la politique de la ville, 4 milliards d'euros par an depuis des décennies, 4 milliards d'euros par an déversés dans les banlieues difficiles. Résultat, 0. Voilà. Il n'y a pas eu une baisse du chômage, il n'y a pas eu une baisse de l'insécurité, il n'y a pas eu une baisse de l'illettrisme, il n'y a pas eu une baisse des trafics de drogue et autres trafics d'armes, etc. Rien, le néant en matière de résultats. Et que propose Manuel Valls il y a 2 jours? Trouver quelques milliards pour aller les déverser dans la politique de la ville. Ça n'en finit plus. C'est une machine devenue folle. Ils n'ont plus aucune idée, ils n'ont plus aucune conscience de ce que les Français attendent. Ils continuent leur politique sans écouter, sans regarder, et ils la mènent, cette politique, contre la volonté des Français. Car soyons clairs, ils savent pertinemment ce que les Français veulent. Eh bien, ils s'opposent à la volonté des Français de la manière la plus lucide qui soit. Sondage après sondage, étude d'opinion après étude d'opinion, les Français disent: l'immigration, stop! On n'en veut plus! Voilà. Et que font-ils? Eh bien, ils continuent. Comme si de rien n'était. Le financement des mosquées par l'argent d'étrangers, par
des collectivités locales, territoriales, etc. Les Français n'en veulent pas. Eh bien pourtant ça continue. Le communautarisme, le fait de se soumettre aux revendications communautaristes permanentes, vestimentaires, alimentaires, dans l'éducation nationale, dans les entreprises, les Français n'en veulent pas. Eh bien pourtant ça continue. La concurrence déloyale, les Français n'en veulent pas, et ça continue. La directive détachement des travailleurs, qui fait qu'on a créé sur le territoire français une priorité d'accès à l'emploi pour les étrangers par rapport aux Français, les Français n'en veulent pas, et pourtant ça continue. Et je peux vous citer 100 sujets sur lesquels les Français s'expriment de la manière la plus régulière. Eh bien, ils ont pris la décision de gouverner contre les Français. Ben, quand on n'arrive pas à se faire entendre, mes chers amis, il faut crier juste plus fort. Alors, comme ils ne vous ont pas entendu, comme ils ne veulent pas entendre les Français, il faut que les Français crient plus fort. Et quel est le seul moyen de crier plus fort? C'est de voter plus fort. Et moi, j'appelle l'ensemble des Français, et je vous appelle à considérer cette élection comme fondamentale. Un escalier, si vous ne montez pas, vous le descendez. C'est aussi simple que ça. Si d'élection en élection, nous ne montons pas l'escalier, marche après marche, alors c'est comme si nous étions en train de le redescendre. Alors aux élections départementales, il va falloir qu'on monte une marche supplémentaire. Et aux élections régionales, nous monterons une marche supplémentaire. Et alors nous arrivons au palier où il est possible de tout changer, c'est-à-dire le palier présidentiel et législatif. C'est celui-là qui nous je croise des gens qui sont fatalistes et même pessimistes. Ils me disent, mais Madame Le Pen, on peut les comprendre d'ailleurs. Madame Le Pen, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que c'est pas fichu? Eh bien, j'ai un avis radicalement différent. Je pense que, bien au contraire, ce que nous allons mener est profondément enthousiasmant. Et je suis très confiante dans le changement radical de politique, que ce soit d'ailleurs dans les municipalités, dans les départements, dans les régions ou au niveau de l'État, dans le cadre des compétences évidemment de chacune de ces structures. Parce que je les verrai faire des choses qui sont à moitié bonnes, ou à moitié mauvaises, dirons-nous. Je me dirais, bon, bah, c'est quand même embêtant, parce que même à moitié mauvaise ou à moitié bonne, ça ne fonctionne pas. Donc, je me dirais, bon, ben, est-ce que vraiment il est possible de faire autrement? Mais comme à chaque fois que je les vois faire, ils mettent en œuvre l'exact inverse de ce qu'il faut faire. L'exact inverse de ce qu'il faut faire. Bien, écoutez, il y a toutes les raisons d'être optimiste. Parce que les mêmes causes entraînent les mêmes effets, mais des causes différentes entraînent des effets radicalement différents. Et si on veut vraiment lutter contre le chômage, contre l'effondrement du pouvoir d'achat, contre l'immigration, contre l'insécurité, eh bien il faut faire exactement la politique inverse de celle qui a été mise en œuvre par l'UMP et continuer dans la foulée par le Parti socialiste. Il est évident qu'en matière d'insécurité, ça n'est pas en mettant en œuvre la politique ultra-laxiste de Mme Taubira que l'on va pouvoir régler et lancer un signal aux délinquants et aux criminels. Il est évident que ça n'est pas en mettant tout le monde en dehors des prisons qu'on va régler le problème de l'insécurité dans notre pays. Donc, c'est presque rassurant, j'ai envie de vous dire. C'est rassurant de se dire qu'ils font exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que du coup, quand nous arriverons au pouvoir et que nous mettrons en place une politique de bon sens, une politique qui vise à respecter la volonté des Français et à défendre leurs intérêts, eh bien nous aurons des résultats. Aucune raison d'être fataliste, toutes les raisons au contraire d'être non seulement optimiste, mais d'être combatif, parce qu'en revanche, vous devez quand même avoir conscience d'une chose, c'est que le temps qui passe ne joue pas pour notre pays. Bien sûr, il y a des politiques qui seront changées du tout au tout et qui donneront des résultats radicalement différents de celles qu'elles donnent aujourd'hui. Mais il y a des choses qui seront perdues. Et plus nous laissons passer du temps, et plus ces choses-là seront perdues. Quand une industrie ferme, ce n'est pas seulement une industrie qui ferme. C'est un savoir-faire qui disparaît.
Et pour retrouver ce savoir-faire, eh bien, c'est de longues et de longues années. Donc chaque chose qui est perdue, affaiblie, qui nous est arrachée, aujourd'hui, demain, le mois prochain, peut être quelque chose que nous aurons du mal ou du temps pour remettre sur pied. C'est pour ça que nous devons nous battre, avec optimisme et avec combativité, tout en sachant qu'il faut que nous allions vite. On ne peut pas se permettre de tergiverser, dire « Ah oui, oh non, mais telle élection, ça ne m'intéresse pas, je préfère me réserver pour une autre élection. » Non, il n'y a plus le temps de ça. Il n'y a plus le temps. Parce que vous avez senti l'accélération de la spirale descendante dans laquelle ils nous ont plongés. Alors, il faut juste avoir conscience de ce temps. Il faut que nous arrivions au pouvoir le plus vite possible, à partir de maintenant, le plus vite possible. Et chaque résultat positif dans chaque canton de France sera, encore une fois, une avancée vers notre arrivée au pouvoir. La France, elle a un sauveur. Ce n'est pas le Front National, c'est le peuple français. Si le peuple français le veut, alors tout sera possible. Si le peuple français décide de reprendre la maîtrise de son destin, décide d'être à nouveau un grand peuple libre face au monde, alors la France rayonnera à nouveau. Alors nos enfants auront du boulot. Alors ils seront fiers de leur propre pays. Alors ils contribueront à construire ce rayonnement. Alors nous serons à nouveau regardés avec le respect que nous méritons et non pas regardés avec le mépris qui est suscité par notre classe dirigeante. C'est à cela que je vous appelle, à être les acteurs de demain, à vous dire que vous aurez participé à ça, que vous aurez mis votre petite pierre à ce gigantesque édifice qui consiste à redresser notre pays. Et croyez-moi, les élections départementales, ça rentre évidemment dans cette stratégie qui mènera le peuple français à redevenir le maître chez lui, parce que c'est cela dont il s'agit aujourd'hui, au moment où tous nos pouvoirs ont été aspirés par l'Union européenne, où nous faisons semblant de décider, mais en réalité plus personne ne décide. Plus personne ne décide. C'est Mme Merkel qui décide, c'est M. Juncker qui décide. Tout ça pour ça, ici, tout ça pour ça. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos aïeux qui se seraient battus pour que nous restions libres, pour ça, pour se voir minablement dépossédés, comme selon la technique du voleur chinois, et devenus esclaves, sous tutelle, comme les Grecs, obligés d'aller demander l'autorisation, de venir à genoux, demander quelques milliards à des technocrates à qui l'on donne 21 milliards d'euros par an. 21 milliards d'euros par an, et qui nous en rendent 14 pour effondrer notre économie. Mais nous valons bien mieux que ça. La France vaut beaucoup mieux que cela. Et il serait temps qu'elle s'en souvienne, et il faut qu'elle s'en souvienne dès le 22 et le 29 mars. Alors je compte sur vous, je compte sur chacun d'entre vous, je compte sur vous, mais surtout la France compte sur vous, et je suis convaincu que vous répondrez à l'appel. Vive le Front National, vive les candidats du Front National, vive le département, vive la France. À l'ouvrage, et nous n'en manquons pas, nous allons entonner ensemble notre hymne national.